de la direction et de la CGT. Le blocage que la direction met en place aujourd'hui, c'est la fermeture de l'entreprise. C'est vrai que ça bouscule un petit peu les habitudes et que négocier dans ces conditions devient relativement délicat. Ceci dit, pour notre part, on est toujours prêt à négocier. Au cours de ce comité d'entreprise, la direction a présenté un plan social qui prévoit la suppression d'une centaine d'emplois. De leur côté, les journalistes souhaitent que ce conflit permette de crever l'abcès. Et ce soir, la situation reste bloquée. La direction a décidé la fermeture des services techniques du journal. La première journée du procès d'Action Directe n'aura duré que 2 heures. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani comparaissent devant la cour d'assises spéciale pour le meurtre du général Audran et 2 tentatives d'assassinat. C'est la lecture d'un texte par Joël Aubron qui a déclenché la colère du président Yves Jacob, ce texte ironisé sur la cour d'assises spéciale. Le président demande alors l'expulsion de l'accusé. Une violente bagarre éclate entre les gendarmes et 3 leaders d'Action Directe. Une partie de la salle s'en mêle également. Le public est expulsé à son tour. L'audience reprendra demain. L'UAP ne déclenche pas l'enthousiasme. On n'a pas assisté à la ruée des acheteurs de titres comme lors des privatisations de la BNP ou d'Elf Aquitaine. Mais la demande reste quand même supérieure à l'offre. C'est demain que l'offre publique de vente des titres de la compagnie d'assurance s'achèvera. La Formule 1 pleure son prince et dans le monde entier, en tout cas dans le monde satellisé, là où la télévision retransmet à longueur d'année les rugissements et le frisson de la course automobile, la mort d'Ayrton Senna provoque stupeur et émotion. Nathalie Strey. Sao Paulo, après l'annonce de la mort d'Ayrton Senna. Des centaines de Brésiliens sont descendus dans les rues, consternés, accablés. Leur idole, l'enfant de Sao Paulo, était pour eux plus qu'un champion de Formule 1. Il symbolisait l'espoir et la réussite. Des centaines d'admirateurs s'étaient rassemblés devant sa résidence. Au siège de son fan club, les jeunes en larmes ne parvenaient pas à croire à la disparition de leur idole. Dans ce pays où le football est sacré, des milliers de supporters n'ont pas pu rester silencieux. Ici, à Rio de Janeiro, pendant la minute de silence, ils ont scandé le nom de Senna. Senna qui enterre le cœur du Brésil dans un virage, titrait un journal ce matin. Le virage maudit est aujourd'hui recouvert de fleurs à Imola, en hommage à Ayrton Senna, dont le corps sera rapatrié demain soir au Brésil. Derrière l'émotion, déjà la polémique et pas mal d'hypocrisie. Pourquoi Ayrton Senna est-il mort ? Pour le sport, pour l'industrie, pour la télévision, la vitesse, le spectacle, le risque et donc le sang sous couvert de Formule 1, ce sont à coût de millions de dollars les nouveaux jeux du cirque. Pierre Fredenreich. D'accord, il y a la qualité de la voiture, mais votre équilibre mental et votre condition physique déterminent plus que tout le risque. Il faut être lucide. Au volant d'une Formule 1, on est en danger permanent et on n'a plus vraiment le temps d'avoir peur. La peur était dépassée, mais hier, à plus de 300 km/h, la mort l'a rattrapé. Il allait voir à chaque Grand Prix le docteur Sidney Watkins, le Britannique, et lui demandait toujours qu'est-ce qui se passe en cas de gros problème, comment vous êtes organisé, si quelqu'un est gravement blessé, vers quel hôpital est-on dirigé, comment est organisé cet hôpital, quels sont ses moyens pour soigner de graves traumatismes. Prost disait, si moi je me suis investi à 95% dans mon sport, lui s'est donné tout le temps à 100%. Le destin n'a pas voulu de Rubens Barrichello, mais il a frappé Roland Ratzenberger et Ayrton Senna. À Imola, ambiance funèbre ce week-end. 12 ans sans accident mortel, c'était presque inespéré. Pourtant, le danger n'avait pas disparu des circuits, il a seulement parfois été sous-estimé. Sur cette ligne de départ, 25 pilotes choqués par la mort d'un des leurs la veille. Mais dans leur cockpit, ils ne pensent qu'à une chose, la course, la gagne. Malgré le drame, le spectacle doit continuer. Qu'on n'ait pas arrêté la course parce que probablement pour des problèmes de télévision, je trouve ça assez lamentable. 900 millions de téléspectateurs, 150 000 spectateurs et des milliards d'intérêts en jeu. Difficile de mettre un terme à une épreuve de F1 avant le drapeau à damier. La Formule 1 est un show qui se nourrit de dollars et de dangers. Bien sûr, quelques pilotes ont refusé de subir. Bien sûr, le pouvoir sportif a effectué un travail considérable pour améliorer la sécurité. Mais la Formule 1 non seulement n'exclut pas les risques, mais en plus, elle en multiplie les conséquences. On s'est aperçu pendant ce week-end qu'on était allé un peu trop loin et qu'il faut que tout le monde
se mettre des deux mains au boulot, sans faire de polémique, très honnêtement, pilotes, constructeurs, fédération internationale, parce qu'il y a un très grave problème aujourd'hui. Il y a eu des miracles pendant des années, et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y aura peut-être plus d'accidents pendant quelques temps, mais malheureusement, on a payé trop cher là. Alors à qui la faute? Qui est incriminé? La Formule 1 est-elle allée trop loin dans la performance? À 15 jours du Grand Prix de Monaco, des mesures s'imposent, notamment dans les domaines du ravitaillement en course, de la protection des spectateurs, de la sécurité des circuits ou encore la puissance des moteurs. Traditionnellement, on n'a jamais touché au moteur. C'était toujours le châssis où il faudrait toucher. Et bien sûr, l'année prochaine, nous diminuons l'appui par 30%, qui va beaucoup réduire les vitesses en courbe. Mais ceci dit, aussi longtemps que vous avez 800 chevaux, les ingénieurs vont utiliser ça pour que la voiture va vite. C'est bien évident. Plus de puissance pour plus de spectacles pour plus d'argent, mais aussi plus de risques. Quadrature du cercle. Le cercle de l'arène du business automobile. La Formule 1, c'est les jeux du cirque et hier, Rome n'était pas si loin. Jean-Pierre Jabouille, bonsoir. Vous êtes un homme de l'art, ancien pilote, aujourd'hui directeur de Peugeot Sport. Vous-même, vous avez été victime il y a 12 ans d'un très grave accident. Est-ce que votre sport implique nécessairement de fréquenter la mort? Je crois que tous les sports mécaniques, effectivement, on sait qu'on prend un risque quand on fait un sport mécanique, mais je crois que dès l'instant que l'on est, on prend un risque dans la vie de vivre, c'est le cas de le dire. Quand vous êtes sorti du virage, vous faisiez quelle vitesse? Moi, c'était pas très vite, c'était de l'ordre de, quand j'ai dû taper, c'était de l'ordre de 140, 145. Les voitures... La moitié de la vitesse de Senna hier. Voilà. Mais par contre, la voiture était beaucoup moins solide et c'est les jambes qui ont été esquintées. Là, c'est sûr que quand on tape dans un mur à pratiquement 300 km à l'heure, même si les cellules, les coques des voitures résistent au choc, eh bien, l'être humain et le crâne en particulier, lui, la décélération due à ce choc, eh bien, ne résiste pas. Autrement dit, dans cette course perpétuelle à la vitesse, la technologie avance, mais pas l'organisme. Non, ça c'est sûr que l'organisme, l'être humain reste le même et la technologie avance. Ça c'est exactement la même chose quand il y a un problème et qu'il y a un avion qui se crache. Là, on en parle moins parce que les gens, d'un seul coup, il peut y avoir 200 morts, mais les gens n'identifient pas la personne. Là, il y avait Senna, c'était devant les caméras de la télévision du monde entier et on prend conscience de quelque chose d'incroyable. Mais vous pensez vraiment qu'il est possible dans votre industrie de réduire la vitesse, d'imposer un plafond à ce que la technologie permet de plus en plus? Réduire la vitesse, ça veut pas dire... Ou de la plafonner? Non, non, mais il y a une trentaine d'années, voire 40 ans, les voitures faisaient déjà 300 km à l'heure. Il y a une confusion entre la vitesse en ligne droite, qui n'est pas vraiment un problème, et la vitesse dans les courbes, ou le temps autour qu'on dit être la vitesse, qui sont surtout pas tellement dus à des problèmes de moteur, mais dus à des problèmes aérodynamiques, et qui donnent des charges très importantes sur les voitures. Là, c'est sûr, on rentre dans un domaine un peu plus technique et complexe, mais qui est la base de ce qu'on appelle la vitesse. Mais est-ce qu'on peut imaginer des normes qui seraient imposées par la Fédération internationale aux constructeurs? Oui, je crois que depuis pas mal de temps, il y a eu des progrès de fait à ce niveau-là. Les constructeurs, la FISA ont travaillé dans ce même sens, mais depuis 5 voire 8 ans, on voyait à la télévision des choses incroyables, des voitures tapées à des vitesses folles et les pilotes sortir et même courir pour remonter dans une autre voiture. Et on disait, il y a eu du progrès, c'est mieux, mais c'était très fréquemment des miracles. Alors les gens sont habitués à ce genre de choses, les pilotes, les pouvoirs sportifs et même les constructeurs. Et là, d'un seul coup, en une course, tout un concours de circonstances malheureux a frappé le sport automobile d'une manière incroyable. Alors d'un seul coup, on prend conscience que le sport automobile reste un sport dangereux. Gilles Lipovetsky, vous êtes philosophe, vous vous intéressez aux mœurs de vos contemporains, toujours plus vite, toujours plus fort. Au-delà du sport lui-même, pourquoi cette course à la vitesse ? Cette course à la vitesse, manifestement, s'inscrit au plus profond des valeurs modernes. C'est le refus de ce qui est reçu, de ce qui est acquis. C'est au fondement même de l'aventure
techno-scientifique et de la modernité. Si bien que face à ce drame que nous observons aujourd'hui, il y a, pour ainsi dire, en quelque sorte, une contradiction de valeurs. D'un côté, il y a une exigence de franchissement des limites et de perfectionnisme technologique, et de l'autre côté, la réaction des gens, de tout le monde, montre bien qu'il y a une exigence de limites. Alors, je crois que l'impact du phénomène que nous observons aujourd'hui, qui est à la fois de la fascination, de l'admiration pour ces grands champions et en même temps une émotion, signifie très exactement ce conflit entre l'exigence de perfectionnisme technologique, d'illimitation des puissances, du potentiel humain, et de l'autre côté des valeurs éthiques, de la volonté de protection, de sécurité des hommes. Et là, pardon, je vous interromps, il y a aussi la loi du spectacle. On a bien compris que le spectacle, d'autant qu'il est télévisé, que les droits s'élèvent à des sommes astronomiques, le spectacle doit continuer, la course aussi. Oui, bien sûr. Mais cette logique du spectacle elle-même n'a de sens ici que par le sens de la vitesse, de l'exploit, et peut-être même si c'est gênant de le dire aujourd'hui, le sens du risque face à la mort. Jean-Pierre Jabouille, vous acceptez ces notions-là, la notion de spectacle d'abord? Vous sentez que vous êtes, vous, un acteur de ce spectacle? Je crois que, quel que soit le sport à l'heure actuelle, est mêlé obligatoirement à l'argent et au spectacle. Mais quand on fait ce sport, je peux vous assurer qu'un pilote automobile est un grand sportif en tant qu'athlète, sur le plan sportif pur. Mais effectivement, ça devient un spectacle dès l'instant qu'il y a des gens qui viennent voir les pilotes courir, les voitures se battre entre elles et essayer de gagner, comme un match de foot, comme les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. Mais n'empêche que des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, ça devient un spectacle aussi. Mais aussi le pilote de Formule 1 en tant que héros, Gilles Lipovetsky, héros moderne, héros contemporain, les jeux électroniques. Oui, ces héros sportifs qui, d'une certaine façon, remplacent nos grands héros politiques. Il y a quand même là, je pense, un lien à faire. Au moment où les grandes figures historiques ne sont plus légion, on voit la figure du sportif, d'une certaine façon, acquérir une aura, un prestige extraordinaire. Et justement, je pense, en particulier en ce qui concerne les courses de pilotes de Formule 1, que ce rapport à la mort est quelque chose d'essentiel. D'essentiel pour le téléspectateur, d'essentiel pour le pilote, d'essentiel pour qui ? Naturellement pour le spectateur. D'une certaine façon, on dénonce évidemment le risque encouru par le pilote. En même temps, l'ingrédient du spectacle, c'est à la fois la perfection, la capacité extraordinaire de maîtrise, et c'est cette maîtrise qui est justement une valeur moderne, mais en même temps, il y a ce refus d'accepter l'expérience de la mort, parce que toutes les valeurs de la modernité mettent la sécurité, le respect de la personne en avant. Et donc, par rapport aux sociétés anciennes, il y a là quelque chose d'extrêmement nouveau. Autrefois, tous les hommes qui avaient le prestige, qui accomplissaient des exploits, avaient le rapport à la mort. Oui. Aujourd'hui, ce rapport à la mort, il est occulté. On ne veut pas le reconnaître, et pourtant, il est là. Il est là donc dans le drame d'Ayrton Senna, et il reste son talent, sa quête solitaire aussi de cette maîtrise toujours plus aiguë de son art. Il en est mort, il mérite le salut. Merci à vous deux, merci Jean-Pierre Jabouille, merci Gilles Lipovetsky. Je rappelle, Gilles Lipovetsky, le titre de votre dernier ouvrage, c'est Gallimard, le crépuscule du devoir. Voyons maintenant, comme chaque lundi, le palmarès des gens qui ont marqué l'actualité ces temps-ci. Guy Lagache. Il se définit comme le pionnier de l'architecture urbaine. Il est français. Christian de Portzamparc vient de recevoir le prix Pritzker, considéré comme le Nobel d'architecture. Une récompense qui salue l'ensemble de l'œuvre de ce surdoué de l'architecture française. En voici un illustre exemple, la Cité de la musique à Paris, qui réconcilie l'urbanité à la modernité.
Felipe González dans la tourmente. Les scandales de corruption qui éclaboussent le chef du gouvernement espagnol ont entraîné le pays dans une crise politique sans précédent, la plus grave depuis l'arrivée au pouvoir de González en 1982. Une crise déclenchée par la disparition de l'ancien directeur de la garde civile, Luis Roldán, accusé d'enrichissement illicite et d'opérations immobilières douteuses. Une crise aggravée par la démission du ministre de l'Intérieur Antonio Asunción, après l'échec de la police à retrouver Roldán, l'ennemi public numéro 1 espagnol, et la deuxième personnalité de l'État, avec l'ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, à être impliqué dans une affaire grave de corruption. Le socialisme, on peut dire qu'il a déçu déjà, parce qu'il n'a pas réussi à gérer la période d'abondance, la période des fastes économiques. On peut dire que les socialistes en ce moment, ils sont sans programme et sans projet. Mais le problème, c'est surtout que la droite, elle n'a aucun autre projet que la pure substitution des socialistes. Et l'opposition espagnole réclame maintenant la démission de Felipe González. Et ce soir, le gouvernement espagnol annonce qu'il n'est pas question de poser la question de confiance à Madrid. Rapidement encore, les tendances des marchés financiers aujourd'hui. Il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse. Un vrai coup de cœur pour terminer ce journal et vous rappeler que demain sera célébrée la journée internationale de la liberté de la presse. Sans elle, il n'y a pas de liberté. Pour elle, 63 journalistes sont morts l'an dernier. Plus de 140 sont toujours en prison. 63 journalistes ont été tués en 1993. Et aujourd'hui, plus de 140 sont emprisonnés dans le monde. À l'initiative de Reporters sans frontières, voici aussi un magazine sans photo pour la liberté de la presse. Vous pourrez l'acheter en kiosque à partir de demain. Il vous en coûtera 38 francs. Le produit de la vente ira aux familles des journalistes en prison. Dans un instant, le temps de demain avec Michel Touret. Et puis, ce soir encore, sur France 3, le futur aux trousses. Demain, notre journal à 22h10. Bonne soirée. Les brûlures de l'histoire dans les pas du géant Nehru. Pilier du nationalisme indien, il mène son peuple à l'indépendance. Très fin diplomate, il invente le concept de non-aligné. Démocrate, il milite pour l'abolition des castes. Nehru, le père de l'Inde moderne, à visage découvert, mardi 22h40 sur France 3. Avec une croisière Costa, on découvre le monde. Mais finalement, le plus étonnant, c'est le navire lui-même. On a envie de s'amuser. Ou même de tomber amoureux. Alors pourquoi résister à tout cela? Croisière Costa. Et la mer prend un air de fête. Dans un monde où toutes les voitures se ressemblent, il est rassurant de voir une voiture comme la nouvelle Saab 900 coupée, non? Au lieu d'acheter une voiture, achetez une Saab. Avec Végétaline 100% végétale, vos frites sortent légères, dorées. Après, Végétaline redevient solide. Oui, avec Végétaline, les frites c'est plus facile, c'est une huile magique. À vous, la SNCF. L'autotrain, c'est formidable. D'abord parce que vous faites le voyage en train, et ensuite parce que vous retrouvez votre voiture à l'arrivée. Comme ça, vous passez les vacances avec elle. À bientôt. Les surfaces courbes créent des reflets. Les surfaces courbes créent des déformations. Sony crée le Super Trinitron Ultra Plat, l'écran le plus plat du monde pour les plus belles images du monde. J'en ai rêvé. Sony l'a fait. Je dis